Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de retour dans notre petit décor naturel, cinématographique. La déliquescence est programmée. Comment est-ce qu'on pourrait concrétiser cela à l'échelle politique, si ce n'est par les gens qui se sont succédés dans nos institutions? Force est de constater que dans la plupart des pays occidentaux, j'appelle bien occidentaux, lorsqu'on fait une comparaison de ce que l'on a pu connaître, lorsqu'on a déjà plusieurs décennies d'existence, lorsqu'on a déjà une bonne connaissance générale sur le plan institutionnel, politique, idéologique, qu'on a été témoin de la déliquescence même des personnalités, du paysage politique d'une manière générale. Le pays qui peut s'enorgueillir d'être un des premiers où l'on a pu constater cette déliquescence, c'est évidemment les États-Unis. Les États-Unis qui, à partir du début des années 70, ont commencé à vouloir modifier un petit peu leur modèle démocratique, non pas dans les institutions, mais sur la façon de gérer l'opinion, la façon de manipuler le peuple américain dans un système biparti, démocrate, républicain. Force est de constater que, à partir du début des années 70, on a vu constamment des événements qui ont remis un petit peu en question cette démocratie, et qui plus est, dans les années 70, une déliquescence même dans la société même, et plus particulièrement la société urbaine. Dans les années 80, c'est Ronald Reagan qui va, après sa victoire sur Jimmy Carter, j'ai oublié son nom, on peut dire que Jimmy Carter a été un petit peu le président de transition, voire même avant lui, Gerald Ford et Nixon, d'un changement de paganisme au niveau politique américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, force est de constater que le paysage politique américain est complètement détruit, complètement annihilé, c'est-à-dire que ce ne sont finalement que des politiciens d'apparat qui adoptent des discours extrêmement consensuels, extrêmement complaisants d'un point de vue d'un étranger, parce qu'évidemment, les Américains qui sont nés dans les années 70-80, eux ont grandi avec cette déliquescence. On peut dire que Ronald Reagan aura été peut-être le dernier président à vraiment s'intéresser, à vraiment promouvoir l'intérêt des États-Unis et du peuple américain. Évidemment aussi les intérêts financiers, et les choses ont commencé véritablement à changer un petit peu du tout au tout lorsque Bush père est arrivé au pouvoir. Lui aussi a voulu défendre un petit peu les intérêts, sauf que les codes de fonctionnement, les règles de fonctionnement du système financier international ont poussé son successeur, Bill Clinton, à littéralement lâcher le peuple américain pour servir les intérêts des empires financiers. Et depuis, eh bien même son successeur lui-même, George W. Bush, qui est un républicain, contrairement à Bill Clinton qui était un démocrate, eh bien, les événements du 11 septembre 2001 ont bien défini cet intérêt qu'a aujourd'hui un certain nombre d'empires financiers à garder la mainmise finalement sur le système américain, sur la démocratie américaine, ce que l'on appelle plus vulgairement l'État profond. Et en cela, Bill Clinton avait déjà posé les premières pierres de cette déliquescence dans l'intérêt de certains empires financiers, plus particulièrement empires industriels, pétroliers, par George W. Bush, avec la guerre en Irak, qui évidemment aujourd'hui, on le sait, n'était pas une guerre pour détruire des armes de destruction massive, mais bel et bien pour dégager Saddam Hussein et essayer de mettre une mainmise sur ce pays, c'est-à-dire mettre ce pays sous tutelle américaine, ce qui a été évidemment un échec total très rapidement. Je ne parle même pas de l'Afghanistan, puisque presque 20 ans d'Afghanistan, au bout d'un moment les Américains ont fini par partir parce que de toute façon c'est indémerdable. Et aujourd'hui, les États-Unis de Barack Obama, les États-Unis de Donald Trump et les États-Unis aujourd'hui de Joe Biden font des guerres par
procuration. Même si Donald Trump reste une exception, mais je vais y revenir, on va évidemment parler de Barack Obama. Aujourd'hui, Barack Obama est adulé, est une légende, est adoré même de la part de certains Français progressistes, parce que c'est Barack Obama, parce que c'est le premier Afro-Américain, même s'il était métis à l'origine, à devenir président des États-Unis. Sauf que le problème, c'est que aux États-Unis, le premier mandat d'Obama, la joie s'est retombée très rapidement, surtout auprès de l'électorat afro-américain, qui plus est a voulu donner une seconde chance en remettant la couche pour un deuxième mandat, et le deuxième mandat malheureusement n'a fait que confirmer les craintes d'un grand nombre d'électorats progressistes. C'est que finalement, même si Obama avait une belle prestance, avait une belle carrure, avait surtout un talent d'orateur inégalé, ce qui en fait d'ailleurs un bon président en tant que VRP du pays, très rapidement on s'est rendu compte que finalement Barack Obama ne faisait qu'exécuter un programme qui lui était imposé. Ce même programme imposé qui, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, a été beaucoup plus difficile à lui imposer, puisque s'est engagé à lutter contre ce fameux État profond. Finalement, on se rend compte qu'en 4 ans, Donald Trump n'a pas fait grand-chose pour lutter contre l'État profond, et l'État profond, il est toujours là, et il s'est même fait entuber royalement par cet État profond à plusieurs reprises, jusqu'à l'élection 2020, où là, évidemment, une partie de l'électorat Trump de 2016 s'est détourné de Donald Trump parce que c'est encore un électorat qui a un peu de cerveau, qui s'est dit finalement on a beau mettre qui on veut à la Maison-Blanche, de toute façon c'est du pareil au même. Même si sur des petits textes, des petites lois, etc., mais ça reste interne. En ce qui concerne la politique sociale fédérale, en ce qui concerne la politique économique fédérale et surtout la politique extérieure, c'est une catastrophe. C'est tellement une catastrophe que maintenant, les États-Unis ne font plus d'interventionnisme direct, ils font de l'influence, ils font de l'interventionnisme dans des affaires, dans d'autres affaires de certains pays. L'Ukraine, évidemment, sous l'époque de Clinton, sous l'époque d'Obama, ça a été un pays sur lequel les institutions américaines ont toujours gardé un œil, gardé toujours une influence, pour le résultat aujourd'hui que nous avons, entre autres prix également sur l'Europe, la fameuse Union européenne. Et on arrive aujourd'hui, évidemment, à Joe Biden. Et Joe Biden n'est que les résultats finalement de cette progression, de la déliquescence du paysage politique américain. Je rappelle aujourd'hui, on disait il y a encore 30 ans que les États-Unis c'est un grand pays, sauf que le problème c'est qu'on en a confié les clés à des grands adolescents. Et bien aujourd'hui, j'ajouterais que oui, c'est tout à fait vrai que les États-Unis est un grand pays, mais à qui on a confié les clés, non seulement à des grands adolescents, mais aussi à des abrutis. Et ça résume tout. C'est-à-dire que c'est un pays qui a énormément de capacités, c'est un pays qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup de détermination, mais qui malheureusement, toutes ses forces vives sont extrêmement mal gérées, extrêmement mal dirigées, pour des intérêts idéologiques étant ceux de l'État profond, de garder le pouvoir, de garder la mainmise sur le peuple américain, et qui plus est, continuer à le diviser, continuer à augmenter cette fracture, qui a été tout à fait, là on a levé le voile sur cette fracture au sein de la société américaine avec l'élection de Donald Trump. C'est pour ça que je dis souvent que Donald Trump est un symptôme de la maladie de la démocratie américaine, puisque Donald Trump n'est pas un politicien, n'a jamais eu de carrière, que ce soit à l'État fédéral ou que ce soit même en tant que gouverneur dans un État, contrairement à ses prédécesseurs qui ont eu des fonctions dans les systèmes, dans les rouages administratifs de l'État fédéral. Et on a Biden aujourd'hui, c'est une momie. On pouvait se foutre de la gueule de Bouteflika en Algérie. Là, je pense qu'aujourd'hui aux États-Unis, on est quasiment dans dans la même configuration. C'est-à-dire que le mec, on essaie de le sortir pas trop souvent. Les rares fois où il peut y avoir de la spontanéité, on se rend compte que finalement il n'y en a pas, puisque là on l'a bien vu avec le drame de Alena à Hawaï, je cherchais,
Il y a eu à un moment donné un contact avec certains journalistes, certains médias pour l'inciter à réagir sur ce qui s'est passé là-bas. Il n'a pas voulu faire de commentaire. Et il est retourné sur sa plage. Ah oui, le commentaire, ça y est, on l'a eu. Sauf qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Tellement tard que c'est Donald Trump qui a pris la parole justement pour soutenir les familles et les habitants de cette petite ville de Hawaï, près de Maui. Tellement mal que c'est même Barack Obama qui a pris la parole pour soutenir les habitants de cette ville. Et que là, on a eu en effet une intervention, mais une intervention promptée, évidemment, de Biden. Et, la super idée, c'était de garantir, d'offrir une prime de $700 pour tous ceux qui ont perdu une maison. Alors des maisons qui coûtaient au moins plusieurs centaines de milliers de dollars, plus les biens personnels, etc. Et le mec t'explique que on va quand même faire un geste pour vous, on va vous filer $700. Comprenez que même dans le camp progressiste américain, aujourd'hui, ces Américains-là, ils sont complètement paumés. Ils sont paumés parce qu'ils ne savent même plus comment ça va finir. Ils ne savent même plus sur quoi ils vont compter. Ils n'ont même pas envie de voter en 2024. Ils n'ont même plus envie de voter en 2024 pour Biden. Parce que voilà. Et les démocrates, ils sont baisés, parce que les démocrates, c'était prévu que normalement Biden ne brigue pas un second mandat. Sauf qu'apparemment, il semblerait que le mec, il a eu une absence, et que sur un coup de tête, il s'est décidé de se présenter pour un second mandat, à la surprise générale. Sauf que maintenant, aller expliquer aux Américains, dire non, mais attendez, en fait, il a dit une connerie, ça peut pas, on ne peut pas le faire. Donc du coup, on est en train de communiquer un peu plus sur Kamala Harris, même si Kamala Harris était normalement celle qui devait succéder à Biden pour 2024. Sauf que ça fait depuis quelque temps quand même que Kamala Harris, sa crédibilité, elle est tombée à plat. Souvenez-vous de cette étude dont je vous ai fait une petite vidéo, l'étude Harris-Poll, qui met Biden et Kamala Harris au même niveau avec un taux de défavorable et très défavorable qui est le plus élevé de l'ensemble des personnalités sur lesquelles on avait demandé à un panel d'Américains de se prononcer s'ils étaient favorables, très favorables, défavorables, très défavorables, ou même des fois qu'ils n'ont entendu pas parler. Donc, je veux dire, dans l'opinion réelle au sein des États-Unis, Biden et Harris, ils sont morts. Sauf que c'est ceux-là sur lesquels on va miser pour les démocrates pour 2024. Pour l'instant, on ne sait pas qui va y avoir en face. Alors, est-ce que Trump va y être? Je rappelle, avec tous les procès, 80 plaintes, plus de 80 plaintes qu'il a sur le dos aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là avec la Géorgie. La Géorgie vient de fixer le procès au 4 mars de l'année prochaine. Donc vous imaginez, le 4 mars de l'année prochaine, c'est-à-dire que là, ça va être en pleine campagne, après les primaires. Donc ça veut dire que là, vu que Donald Trump est donc sous procès, eh bien là-dessus, il y en a certains qui vont jouer en disant oui, il ne peut pas se présenter aux primaires. Il ne peut même pas se présenter comme candidat. Donc qu'est-ce qui reste? Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, sur le paysage politique américain, ceux qui étaient représentatifs d'une vision qu'on pouvait avoir de la politique, du sérieux de la politique, d'une politique idéologique, les derniers présidents, c'était en effet des gens comme Jimmy Carter, Ronald Reagan, voire Bush père à la rigueur. Mais à partir de Clinton, là, ça a commencé un petit peu à partir en vrille. En France, c'est pareil. En France, on peut considérer que des gens comme, alors, en dehors du général de Gaulle, le général de Gaulle qui était un président de son époque, d'une France des années 50, 60, des 30 glorieuses. Donc, aujourd'hui, de Gaulle, si on l'avait mis dans les années 80, 90, est-ce qu'il aurait fait mieux? Pas sûr. Parce que déjà, dans les années 70, certains ont commencé à tailler dans le vif. L'ultralibéralisme américain a commencé à influencer sur l'Europe. La construction européenne, qui avait déjà prévu de transférer un certain nombre de souverainetés de la part des pays membres.
Mitterrand arrive au pouvoir en 81, socialiste. Bon, bah ça a duré, l'illusion a duré quoi? 1 an? Au bout d'1 an, tout d'un coup, on s'est rendu compte que, mais attendez, c'est un socialiste et il est en train de faire de la politique de droite. Bah oui, parce qu'il était trop tard. Parce qu'il y avait déjà une mainmise. Cette mainmise, de toute façon, même Jacques Chirac, pourtant Jacques Chirac, Mitterrand et Jacques Chirac à l'échelle internationale, en effet, eux, étaient des gens de charisme, des gens qui préservaient au moins certaines valeurs, certains principes, certains piliers de ce qui faisait la France à l'échelle internationale. Chirac a défendu, rubis sur l'ongle, la capacité, la qualité de la diplomatie française. Chirac a voulu aussi défendre l'autonomie et l'indépendance de la France, même si dans certains domaines, c'était malheureusement déjà bien engagé avec le traité de Maastricht en 92. Il n'a pas pu faire grand-chose. Il ne pouvait pas non plus aller à l'encontre de la tendance concernant l'Europe. La seule chose qu'il a pu éventuellement dire, voyez, nous, la France, on reste encore assez indépendants, c'est tout simplement lorsque les Américains ont décidé de vouloir aller en Irak en 2003. Là, la France a dit, non, nous, excusez-nous, mais nous, il est hors de question qu'on aille faire une guerre pour soi-disant dégager un dirigeant. Qui plus est sur des fausses preuves, puisque je pense que la diplomatie française et les renseignements français savaient que les arguments américains, c'était du pipeau, ça ne tenait pas debout. Donc Chirac n'a pas voulu que la France soit engagée dans sa responsabilité dans un processus basé sur un mensonge. C'est d'ailleurs ce qui vaudra aux Français qui vivaient aux États-Unis à l'époque d'être très mal vus. Mais ça encore, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'Amérique, c'est un pays rempli de grands adolescents. Les choses ont commencé évidemment à se gâter à partir de Sarkozy. Là, on a fait une bascule totale. Sarkozy n'avait absolument pas le charisme de ses prédécesseurs, que ce soit de Gaulle, que ce soit Pompidou, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac. Sarkozy, c'était l'Américain. Et le surnom d'Américain, on a vu les conséquences. Ces conséquences qui n'ont pas pu être empêchées par celui qui lui a succédé, c'est-à-dire François Hollande. François Hollande qui était plutôt un accident, puisque, souvenez-vous, à l'origine, celui qui devait pouvoir se présenter à l'élection présidentielle contre Sarkozy, c'était DSK. Sauf que là encore, DSK, avec ses petits péchés mignons, s'est fait piéger et donc a été mis hors course. Et que très rapidement, les socialistes, il a fallu qu'ils trouvent une solution. Et il s'est trouvé que Hollande, malgré lui, je pense, s'est retrouvé dans un tourbillon que peut-être un jour, à l'article de la mort, il nous dira que finalement, il ne voulait pas y aller. Mais il y a été, et pour le résultat qu'on a vu, une politique socialiste mais plutôt capitaliste, une politique sociale mais plutôt pour les riches, une politique, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire le tableau, où là, on a commencé à avoir une réaction très épidermique, finalement, de la part des Français, une partie de Français qui ont commencé à se rendre compte que ce soit la gauche ou la droite, c'est pareil au même. C'est-à-dire que c'est la déliquescence du pays, c'est le dépeçage du pays par petits bouts au profit de la Commission européenne, sous l'égide et le contrôle de l'Union européenne. Donc, évidemment, pour les mondialistes, la seule façon pour faire élire un président qui n'aille pas dans le sens contraire du vent, c'est de jouer la carte de l'extrême droite. Et on a fait en sorte de placer Marine Le Pen au second tour, face à un candidat qui, de toute façon, serait obligatoirement élu. Et qui plus est, s'il est obligatoirement élu, autant mettre quelqu'un qui accélérera et qui assumera le fait de liquider la France. Il se trouve que Jacques Attali avait un petit bonhomme qu'il avait déjà réussi à caser à l'Élysée, qu'il a fait, je crois, 6 mois ou 3 mois en tant que ministre de l'économie. C'était le candidat idéal, et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez. Et on a remis le plat en 2022, où évidemment, tous les Français qui ont voté contre, aujourd'hui, ils peuvent se plaindre, mais ils ont voté. Donc vous voyez, cette déliquescence, c'est-à-dire que
quand je parle de destruction de l'État-nation, c'est destruction des institutions de l'intérieur, c'est-à-dire placer des gens qui sont incompétents, qui sont arrivistes, qui sont cupides, qui sont corruptibles, ou qui sont des bons petits soldats au service d'une entité qui, de toute façon, veut le pouvoir supranational. En ce qui concerne l'Europe, la Commission européenne, pouvoir supranational. Évidemment, pour vous, petits Français, parfois lobotomisés du cerveau, vous aurez toujours votre démocratie, vous aurez toujours ce semblant de démocratie. Mais force est de constater que si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé pendant le Covid, allez mourir. Je vous le dis tout net. Parce qu'il faut être idiot pour ne pas comprendre que ce qui se passait pendant la pandémie était un test. Un test pour voir comment les Français réagissent à la suppression de liberté. Comment les Français réagissent au fait de créer deux statuts de citoyens, le vacciné et le non-vacciné. Donc quand on en arrive là, sous le prétexte d'une pandémie qui, je rappelle, n'a tué que 0,05% de la population mondiale, et je crois 0,02% des Français, et encore, même encore aujourd'hui, il y a des batailles statistiques pour essayer d'établir est-ce que la proportion de décès était plus des gens qui avaient des comorbidités ou des gens qui auraient pu éviter de se faire vacciner parce qu'ils avaient peut-être des problèmes de santé sous-jacents, connus ou inconnus, conscients ou inconscients, etc. Enfin, là, actuellement, il y a des statistiques qui existent, hein, mais celles-là, vous les... Non, surtout, même sur YouTube, vous ne pouvez même pas les publier, parce que tout de suite, la YouTube, depuis... je ne sais plus, depuis le 5 août, désormais YouTube censure tous les discours dissonants, consonants, opposants ou discours officiels concernant le Covid. Donc c'est pour ça que dans une précédente vidéo, et c'est pareil pour ce qui est le climat, dans ma précédente vidéo, j'ai pas mis de lien, parce que si je mets des liens, ça va faire réagir les algorithmes de YouTube, et je risque de me faire striker ma vidéo. Enfin, striker. Peu importe, puisque de toute façon, je ne suis pas monétisé, donc à la limite, je m'en fous. Mais je rappelle quand même que si vous avez 3 strikes de vidéos, YouTube peut très bien fermer votre chaîne. Heureusement, j'ai l'autre chaîne qui est de secours disponible sur Odyssée, si jamais ça arrive. L'autre chaîne n'est pas alimentée, je ne remets pas les vidéos, etc. Mais la chaîne existe, elle a, je crois, 8 abonnés. Mais au moins, voilà, si jamais un jour, vous voyez que cette chaîne disparaît, vous pourrez toujours aller la trouver sur Odyssée. Petite parenthèse fermée. Et donc cette déliquescence, la déliquescence, on la voit aussi en Grande-Bretagne. Donnez-moi un Premier ministre britannique que vous avez connu et qui avait du charisme. Qui? Cameron. Dans le genre Allô Washington? Oui, tout de suite. Je m'exécute. J'ai envie de dire Thatcher, à la rigueur, peut-être la dernière. Évidemment, je ne mets pas sur le plan qualitatif sa politique, qui était une politique libérale, mais alors destructrice de l'industrie, du tout le tissu industriel britannique. Mais voilà, c'était quand même une personnalité qui avait un caractère, qui avait une présence. Je ne vais pas remonter jusqu'à Winston Churchill, parce que là, on est dans la période des 30 Glorieuses. Donc là, c'est complètement à part, le contexte. Et d'ailleurs, je précise, tous les gens qui font des comparatifs avec De Gaulle, etc., c'est des gens, c'est des postures politiques, des postures idéologiques qui étaient complètement différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ces outils de comparaison sont idiots, je vous le dis tout de suite. Boris Johnson, ouais, mais là, c'était plus l'extravagance du personnage, c'est-à-dire le caractère du personnage. Mais en tant qu'homme politique, puis aujourd'hui, il y a ce Premier ministre dont je vous mets au défi de me dire là tout de suite son nom. Donc vous voyez, à partir du moment où tout d'un coup vous perdez le nom des dirigeants d'autres pays,
c'est qu'ils ont déjà gagné, parce que ces personnalités sont totalement absentes, sont totalement transparentes, qu'on ne se souvient même pas de leur nom. Alors, oui, Angela Merkel. Et Angela Merkel, elle a quand même tiré pas mal d'années en tant que chancelière. Est-ce que ça lui offrait une capacité d'avoir du charisme? Je ne suis pas certain. Angela Merkel suivait une politique européenne. Et je dirais même que c'est elle qui, parfois, donnait ses ordres. Donc elle ne jouait pas l'intérêt des Français, elle jouait l'intérêt des Allemands auprès de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est en train de complètement merder et que Scholz, il est jusque-là. Italie, oui, on a eu l'Italie qui était quand même le premier pays qui nous annonçait ce qui allait arriver avec Berlusconi. Je rappelle, Berlusconi, c'était un Donald Trump. C'est un mec qui n'a jamais eu de carrière politique, de me souvenir, je crois qu'il n'a jamais été... Peut-être qu'il a été député, je crois. Même pas, je crois pas. C'était un PDG, un homme d'affaires extravagant, lui aussi. Et il a quand même fini Premier ministre de l'Italie. Pour des résultats très mitigés. Parce qu'encore une fois de plus, quand c'est des gens qui arrivent au pouvoir, quand on leur présente l'état de la situation, ils se disent « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis pieds et poings liés dans certains domaines. Je ne peux rien changer. Je ne peux pas changer les règles, je ne peux pas changer les codes. » Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec Mélanie. Mélanie, populiste. Souvenez-vous, même en France, il y en a qui ont dit « Le Monde, Libération, la peste brune revient en Italie. » Ah bah oui. On n'a jamais vu quelqu'un aussi pro-européen en Italie. Et là, je peux vous dire que les Italiens qui ont voté pour elle, là, ils sont en train de se poser la question, mais où ça a merdé? On a loupé un épisode. Elle qui avait une politique populiste. Et, alors oui, sur l'immigration, bon, elle essaye de donner le change, mais ça ne résout pas les problèmes. Et c'est comme ça un petit peu partout. Alors, les pays nordiques sont un petit peu épargnés parce que ils ont leur culture un peu propre, même si aujourd'hui, des pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège, je rappelle, c'est des pays quand même très peu peuplés, donc c'est plus difficile d'essayer d'entuber le peuple. C'est comme l'Islande, souvenez-vous, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se souviennent, lorsqu'il y a eu la crise financière en 2008, qui ont pris l'exemple de l'Islande en disant « Oui, regardez, en Islande, il y a eu une révolution, il y a des gens qui ont repris le pouvoir, il y a des banquiers qui ont fini en tôle, etc. » Oui, parce qu'en Islande, ils sont moins de 500 000 habitants. Donc, essayer d'entuber 500 000 personnes et essayer d'entuber 65 000 ou 68 millions d'habitants, vous aurez plus de facilité à créer de la division dans 68 millions d'habitants que dans 500 000. Donc les pays nordiques, Norvège, Suède, etc., la Suède qui aujourd'hui est en train de revenir un petit peu sur son modèle d'intégration, parce qu'ils se rendent compte que ça ne colle pas, qu'il y a un problème. Donc c'est plus difficile. Mais ça reste des pays quand même assez renfermés sur eux-mêmes, tant qu'économiquement, socialement, etc. Alors c'est des cultures un petit peu progressistes quand même, donc ça colle pas trop mal avec les volontés de l'Union européenne. Ce qui n'est pas le cas pour des pays plutôt à l'Est, tels que la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, où là, c'est des pays jeunes démocraties. C'était des pays quand même qui étaient un petit peu sous le joug soviétique ou communiste. Plus ou moins. On se rend compte qu'il y a encore des progrès à faire. Enfin, surtout si on veut aller vers le sens des pays, des politiques, démocratie progressiste, à tout bout de champ. Aller convaincre de faire des parades LGBTQ+, à Cracovie, il doit y en avoir, mais bien cadré quand même. Tant qu'à Orban, évidemment, Orban, c'est un petit peu l'enfant terrible de l'Union européenne, parce que le mec, sur certains sujets, il est d'accord sur rien.
Donc, si à la limite on pouvait le dégager celui-là, en mettre un là à la place qui soit pro-européen et qui dise amen à tout ce qu'on lui dit, je pense que là, c'est un rêve. Alors, ce dont je viens de vous parler, c'est de vous prendre des exemples américains, français, je vous ai donné quelques exemples de pays européens. Quoi qu'on puisse regarder, on le voit bien. On le voit bien que la prise du pouvoir de la finance a énormément influencé sur le fait de la qualité des paysages politiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez des nains de jardin. Je le répète, dans 2027, quand vous allez devoir mettre un bulletin dans l'urne pour la présidentielle, alors évidemment, vous ne pourrez peut-être pas mettre un bulletin Macron, mais je peux vous garantir qu'il y a au moins, sans mentir, au moins 15 millions, voire 16, 17 millions de Français qui mettront un bulletin Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe sera en face de Marine Le Pen. Soyez assurés, garantis, qu'ils vont refaire pour la 3e fois le même scénario. Sauf que là, ça ne sera pas Macron, ça sera Édouard Philippe. Regardez bien, de toute façon, ils sont en train de vous le vendre, Édouard Philippe. Même si des sondages annoncent que personne n'en veut, ils vont quand même vous le refourguer. Tout comme aux États-Unis, pour 2024, les démocrates vont refourguer Joe Biden, Kamala Harris. Contre qui? Alors, j'ai envie de dire, stratégiquement, c'est un peu con, parce que là, ils font tout pour empêcher Donald Trump d'être présent l'année prochaine à la présidentielle. À la limite, ils auraient dû le laisser aller, pour être sûr que les Américains ne veulent pas revoter pour Donald Trump. Ou alors, cet acharnement qu'ils ont actuellement sur Donald Trump est motivé par le fait qu'ils savent qu'aujourd'hui, une portion d'Américains pourrait faire la différence l'année prochaine, et que, en effet, Donald Trump pourrait parfaitement être réélu. Le dernier sondage qui a été fait auprès par le Parti républicain, ils ont fait un petit sondage pour savoir si aujourd'hui la primaire avait lieu maintenant. Pour qui vous votez? Eh bien, je vous le donne en mille, qui sort en tête. Et largement en tête. Donald Trump avec 56%. Suivi par DeSantis, qui n'est qu'à 21%. C'est-à-dire que DeSantis ne fait même pas la moitié de ce que Trump fait au podium. Alors, et si, évidemment, vous allez me dire, oui, mais comment se fait-il que les Américains peuvent encore, en grande proportion, voter pour Trump? Ben, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez une grande portion d'Américains qui ne sont en réalité pas politiques, pas forcément cultivés. Ils le sont dans certains domaines, mais ils se sont tellement fait baiser par les démocrates et les républicains, ils se sont tellement fait avoir par les Bush pères, Bush fils, Clinton, Obama, qu'ils n'ont absolument plus confiance envers les politiciens traditionnels. Et même chez les républicains, aujourd'hui, DeSantis, qui est pourtant le challenger, peine difficilement à rassembler. Le démocrate Robert Kennedy, parce qu'il est démocrate, peut avoir sa chance, mais il y a de fortes chances aussi qu'il ne le mette pas en lice pour la primaire démocrate, puisque Biden se représente. Donc je ne vois pas comment Kennedy pourrait se présenter en tant que candidat libre, ou à moins qu'il décide de retourner sa veste et dire voilà, je brigue la primaire républicaine. Même si à l'origine mon parti politique, ma famille politique est démocrate. Vous voyez le truc dans la merde dans laquelle on est. Et c'est à peu près partout. Et finalement, le but de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience à l'échelle globale. Attention, je répète, c'est pour le monde occidental. Je ne parle pas des autres pays, je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas d'Afrique, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas de tous ces pays où les dirigeants sont ce qu'ils sont à l'heure actuelle, certains en opposition avec le pouvoir hégémonique du nouvel ordre mondial occidental, en tant que pays émergent, qui veut soit sa place
légitime, comme le voulait Poutine dans la construction du nouvel ordre mondial, ou comme la Chine, elle, veut être number one de la puissance économique mondiale. Et voilà, c'est un sujet qu'on a déjà traité, qu'on retraitera certainement, parce que c'est un game, c'est un énorme game, dans lequel il y a d'énormes enjeux, dont d'ailleurs, ce qu'on est en train de voir en Afrique, fait partie de ces jeux de pouvoir, d'influence. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, en effet, observez, souvenez-vous, ou si vous êtes jeune, discutez. Discutez avec des plus anciens, des plus vieux que vous. Demandez-leur ce qu'ils pensaient de ce qu'ils ont connu dans les années 70, 80, 90, avec les dirigeants d'autres pays ou de France. Vous verrez, ils vous diront que ce qui se passe aujourd'hui, jamais on n'aurait imaginé, même les Gilets jaunes, on n'aurait jamais imaginé voir quelque chose comme les Gilets jaunes apparaître en France. Et je terminerai par ceci, c'est que ceux qui pensent qu'on peut encore changer le système, eh bien je vais vous calmer tout de suite. Le système, vous ne pourrez pas le changer démocratiquement. Pourquoi? Parce que tous les leviers sont aujourd'hui entre les mains de gens qui feront tout pour empêcher quelqu'un de dissident, quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'indépendant, de briguer, ne serait-ce même qu'une campagne présidentielle. Je vais peut-être vous étonner, mais même Zemmour fait partie du cercle. Parce qu'il est un antagonisme. Il sert d'antagonisme. Zemmour n'est pas quelqu'un qui arrivera au pouvoir, comme Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas destinée au pouvoir. Elle sert d'antagonisme pour vous obliger, ou tout du moins obliger une majeure partie de Français, et encore je dis majeure partie, quand on voit les résultats, c'est quand même kiff bourricot. Hein, je rappelle, Macron a été élu au deuxième tour à 58%, je crois. C'est-à-dire que là, c'est même pas 70%, ce qui aurait été quelque chose de beaucoup plus écrasant. Non. Je dirais pas qu'il gagne un cheveu, mais quand même. Mais tout sera fait de telle manière à ce que Marine Le Pen ne soit jamais élue. Ou sinon, si jamais elle est élue, ça veut dire qu'ils sont échoués. Échoués à vous contrôler, échoués à vous soumettre. Tout du moins dans le système actuel. En mettant Marine Le Pen au pouvoir, vous réussissez à manipuler des idiots utiles pour foutre le bordel. Pour foutre le bordel à Paris, pour foutre le bordel dans les grandes villes, etc. Limite, situation de guérilla. Eh bien, finalement, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera exactement la même chose que ce que Macron pourrait faire, que ce que Édouard Philippe pourrait faire, en envenimant, en accentuant le chaos et le désordre. C'est instaurer un système type état d'urgence sécuritaire. À ceci près qu'évidemment, état d'urgence sécuritaire, les grands perdants, que ce soit Marine Le Pen ou Édouard Philippe, j'ai envie de dire, c'est tous les Français d'origine étrangère, plus particulièrement maghrébins, noirs africains et tout le tralala. Parce que, bah oui, quand vous lisez aujourd'hui les faits divers, quand vous lisez les viols, les crimes, etc., je veux dire, c'est pas pour rien qu'on focalise là-dessus, parce que c'est une réalité. Ça, c'est un autre débat, un débat d'ailleurs que certains préfèrent esquiver pour aller chercher l'émotionnel, pour aller chercher l'indignation. Oui, rendez-vous compte, vous avez des propos racistes, vous êtes contre la diversité, vous êtes des néo-nazis, etc. Voilà, ce que l'on lit régulièrement et ce que l'on entend régulièrement, un peu partout. Dès qu'on commence à mettre des évidences. Des évidences qui ne sont que, évidemment, le reflet des propres expériences personnelles ou de ce que l'on peut lire dans la presse d'une manière générale, parce qu'évidemment en France, le problème, c'est qu'il n'y a aucune statistique ethnique. Et qu'il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Même si
on peut faire de la statistique et élaguer un petit peu une vision dans d'autres domaines. Par exemple, on peut très bien parler nom de famille, par exemple, définir quels sont ceux qui ont le plus de bénéfices des aides sociales que d'autres, etc. Certains vous diront, oui, mais l'immigration, on a toujours besoin, regardez, l'immigration espagnole, l'immigration italienne, l'immigration polonaise, l'immigration bulgare, hongroise, roumaine en France. Imaginez si on avait dû faire la même chose qu'aujourd'hui avec vos grands-parents, ceux qui s'adressent évidemment aux Français de 3e, 4e, 5e ou 6e génération de cette immigration. Sauf que le problème, c'est que cette immigration, c'est une immigration intra-européenne, majoritairement issue de racines judéo-chrétiennes. Même si il y a quelques petites différences culturelles, mais en règle générale, les futures générations de toutes ces vagues d'immigration qui ont eu lieu en France se sont parfaitement adaptées. Et aujourd'hui, ils sont tout aussi français dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, dans leurs convictions, dans leur vision de ce qu'est être français, contrairement à certaines origines extra-européennes. Attention, je ne dis pas que c'est la majorité. Je dis simplement, c'est qu'encore une fois de plus, par défaut, et comme je l'avais expliqué dans une vidéo, par négligence, par manque de courage politique, toujours parce que on essaie de reposer sur des matelas électoraux, vu qu'en France, aujourd'hui, les 2 tiers des Français en ont tellement ras-le-bol de leurs conneries, que c'est pas sur cet électorat-là qu'ils jouent. Ils jouent sur l'électorat communautaire. Ils jouent sur l'électorat des minorités. Je veux dire, les France insoumises, c'est leur électorat. C'est là-dessus qu'ils jouent. Sauf que, évidemment, les insoumis n'ont pas compris que vouloir jouer l'électorat musulman et l'électorat LGBTQ+, des moments, ça ne peut pas coller. Encore une fois, ça ne peut pas coller. Je ne discute pas des proportions, puisque, encore une fois de plus, nous n'avons pas de statistiques. Nous ne pouvons que juger par rapport à notre vécu personnel de la réalité, et non pas de ce que certains médias, idéologues, réseaux sociaux essaient de défendre en matière d'image et de soutien. Là encore, c'est le résultat de cette déliquescence politique que nous connaissons depuis maintenant près de 40 ans, voire même plus. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu des éléments de réflexion pour que vous compreniez bien que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ça découle d'événements, ça découle de situations, ça découle de ce que l'on avait programmé bien avant sur comment réussir à provoquer la déliquescence de nos démocraties, de nos peuples, en les divisant, en les poussant même à la limite à finir par se taper dessus entre eux, pour mieux prendre le pouvoir. Sur ce, bon courage et à la prochaine.